Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques Forêt, je suis psychologue de formation, je travaille à l'École des sciences de la gestion. Je remercie Marie-Hélène qui a déjà fait une partie de mon travail en vous parlant des 3 besoins. Donc moi, je vais vous parler du sens au travail, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de pratique, il y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, puis qu'on peut élargir les éléments d'intervention possibles au quotidien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les motivations au travail ou les motivations des gens dans la vie. Marie-Hélène vous en a un peu parlé. Je vais suivre un peu la même séquence où je vais vous présenter des éléments théoriques. Ensuite, on va aller voir dans la vraie vie, puis ensuite dans les applications. D'ici à ce qu'on se quitte dans 19 minutes, je vais vous donner une intervention qu'on a testée scientifiquement et qui peut augmenter le plaisir, le fonctionnement optimal au travail. Donc, la théorie que j'utilise, que Marie-Hélène utilise, et on est environ peut-être 600 chercheurs sur la planète à l'utiliser, c'est la théorie de l'autodétermination. Vous avez sur la diapo présentement un résumé de 45 ans de recherche en une slide. Je vais concentrer votre attention sur la 3e colonne où on mesure les différents types de motivation qui existent, peu importe la tâche. Que ce soit le travail, l'école, les loisirs, le sport de haute performance, il y a 4 grandes catégories de raisons que l'on peut invoquer pour pratiquer une activité. Les 2 premiers types de motivation, c'est de faire une tâche par plaisir, parce que c'est agréable. Donc ça, c'est la motivation intrinsèque. Mais en milieu de travail, il ne faut pas croire les livres de gestion qui vont vous dire que vous pouvez avoir du plaisir partout et tout le temps. C'est pas vrai. Même chose à l'école, c'est pas vrai que toutes les tâches vont être intéressantes. Donc le plaisir, idéalement, il faut en augmenter la présence autant que faire se peut. Mais c'est là que le 2e type de motivation va être très important. Le 2e type de motivation, c'est la motivation qu'on va appeler identifier. Lorsqu'on s'identifie à une cause qui est plus large que soi, lorsqu'on contribue à un but qui est en concordance avec ses valeurs personnelles, ça sera ce 2e type de motivation-là. Donc, le plaisir et le sens, les motivations intrinsèques et identifiées, si on fait un résumé de plusieurs recherches dans différents milieux, plus vous les avez présents au quotidien, plus ça va être bon pour vous, bon pour vos collègues et pour l'organisation en général. Donc, ça va augmenter votre niveau d'énergie, votre concentration, vous allez être plus efficace, vous faites vos tâches, vous allez même en faire plus que votre tâche et ça mène à des comportements adaptatifs dans la durée. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est d'avoir du plaisir et du sens au quotidien dans notre travail, mais aussi dans d'autres sphères de vie. Les 2 autres types de motivation qui existent et qui sont démontrés comme étant de moins bonne qualité sont les motivations orgueil et récompense. Donc, en termes scientifiques, on va les appeler les motivations introjectées et extrinsèques. Les motivations introjectées, c'est tout ce qui est relatif à l'ego, à l'orgueil, à la réputation. Les gens qui veulent à la fois beaucoup se prouver ou encore éviter de paraître fou aux yeux des autres. Et les récompenses, ce qui est motivation extrinsèque, peut être sociale, vouloir plaire à d'autres personnes, vouloir plaire à notre patron, à nos parents, etc. Ou encore des récompenses matérielles, vouloir obtenir le bonus annuel, avoir une voiture de fonction, des signes extérieurs de prestige, ça va être dans le giron de ces motivations-là. Or, la recherche va montrer que plus vous avez ces 2 types de motivation-là, plus c'est négatif pour vous, pour vos collègues, pour votre organisation. Ça va être lié à plus d'épuisement, plus de fatigue émotionnelle. Il y a des enquêtes qui vont faire calculer aux gens combien ils font d'argent à la seconde. Essayez de calculer votre salaire que vous faites à la seconde, vous allez voir, c'est excessivement démotivant. Lorsque seulement l'argent nous retient au travail, c'est pas une motivation qui est de qualité. C'est un peu de la malbouffe pour le cerveau. Ça va être aussi relié à des distractions, à une performance minimale. On se traîne un peu les pieds parce que les raisons qui nous animent ne sont pas d'excellente qualité. On revient ici à 40 ans de recherche en une diapo. Vous remarquez à la 2e colonne qu'il y a les 3 besoins dont Marie-Hélène vous a parlé. Le besoin de se sentir efficace, autodirectif et bien connecté vont, lorsqu'ils sont satisfaits, vont augmenter les motivations intrinsèques et identifiées, ce qui va augmenter plein de conséquences positives pour votre tête, votre cœur, votre corps en général. Au bas de la diapo, vous voyez que ces mêmes besoins-là peuvent être frustrés. Vous pouvez activement vous sentir incompétent ou encore vous sentez qu'on restreint votre marge de manœuvre ou qu'on vous force à être quelqu'un que vous n'êtes pas ou encore vous sentez non seulement que vous ne connectez pas avec vos collègues, mais qu'activement on vous repousse, on vous chasse du paysage. Si vos besoins sont frustrés, si votre cerveau ne peut pas avoir des fruits et des légumes, il se rabat sur la malbouffe, des stratégies compensatoires. Et c'est là qu'on voit apparaître des niveaux de motivation, orgueil et récompense plus élevés,
ce qui a des conséquences négatives. Vous voyez à la toute gauche du graphique qu'il y a différents leviers que l'on peut activer, soit pour satisfaire ou moins frustrer ces besoins-là. L'enquête que Marie-Hélène vous a présentée, par exemple, le soutien père, mère, enseignant, bien ici, vous avez différentes sources au travail, les tâches que vous faites, les relations avec vos collègues, votre supérieur immédiat, votre unité d'affaires, l'organisation, puis même le pays d'appartenance va parfois avoir certains impacts sur votre quotidien. Donc, il y a 3 besoins à satisfaire, compétences, autonomie, affiliation, et c'est ce qui va augmenter plaisir et sens. Le sens étant très important au travail parce que le plaisir n'est pas toujours possible. Ici, vous avez un exemple de recherche qu'on a publié. On a fait une enquête avec les infirmières au Québec auxquelles on demande de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, le temps supplémentaire obligatoire, ce sont les demandes que vous voyez en haut. Plus on vous demande de rester après un long chiffre de travail, on vous demande de voir beaucoup de patients, patientes, mais ça va frustrer votre besoin de compétences. Vous ne vous sentez pas aussi efficace. Vous ne sentez pas que vous n'avez le choix vous n'avez pas le choix de rester parce qu'on vous l'impose nommément. Et puisque vous avez une surcharge de travail, vous ne pouvez pas jaser longtemps avec les patients, patientes ou avec vos collègues. Mais qu'est-ce qu'on va faire en retour? Je remarque qu'il y a une petite faute dans mes acétates. Ça va augmenter les motivations introjectées et extrinsèques. Donc, il faut changer les diapos, excusez. Donc, en augmentant les motivations extrinsèques et introjectées, ça va augmenter la détresse psychologique, augmenter les plaintes somatiques, diminuer l'engagement et diminuer la performance. Par contre, en bas, lorsqu'on vous donne des ressources au travail, ça va augmenter la satisfaction des besoins, ce qui augmente les bons types de motivation, ce qui augmente l'engagement et la performance. Donc, vous avez là, en contexte réel, avec une population spécifique, des exemples qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Vous avez ici, pour vous convaincre peut-être du même propos, ici c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est qu'on prend plein d'études et on les met dans un seul et même type d'analyse. Puis vous voyez la variable qui explique le plus à la toute droite, est-ce que ma tête va bien et est-ce que mon corps va bien, c'est la perception de soutien sur les 3 besoins. Donc, ces 3 besoins-là sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. Qu'on soit un jeune, un adolescent, un adulte, une personne âgée, vous avez besoin d'avoir vos 3 besoins satisfaits partout, tout le temps. En contexte de travail, si vos besoins sont juste satisfaits au travail et pas à la maison, vous risquez de devenir workaholic. À l'opposé, si vos 3 besoins sont juste satisfaits à la maison, mais pas au travail, vous risquez de vous rendre à reculons un peu au travail uniquement pour le salaire parce que c'est pas là que vous vous émancipez. Une vie parfaite serait une vie où nos 3 besoins sont satisfaits à la fois au travail et dans d'autres sphères de vie. Et c'est d'ailleurs le but des recherches, c'est de trouver les paramètres qui permettent d'expliquer ça et des interventions pour qu'on puisse agir sur ces leviers-là. Donc, là, je viens de vous parler de la recherche. On va aller voir dans la vraie vie si ça peut fonctionner. Moi, je suis dans une école de gestion, puis une des questions qu'on a tout le temps, c'est est-ce que c'est rentable de prendre soin des gens? On a publié un article dans le Oxford Handbook que vous voyez là, où on a pris les arguments des économistes en disant, OK, on va prendre vos analyses économétriques pour voir est-ce que c'est rentable de prendre soin de la santé mentale des gens. On a montré que chaque dollar investi, avec des indicateurs assez conservateurs, que chaque dollar investi pour prendre soin des gens pouvait rapporter jusqu'à 3,19. Donc, pour celles et ceux qui ont besoin d'arguments monétaires, en voilà un qui peut être utilisé. C'est souvent celui que j'utilise en premier pour convaincre, par exemple, des comptables ou des gens en finance que ça vaut la peine de s'intéresser à l'humain. Donc, dans la vraie vie, ça semble être rentable. Un autre exemple, vous avez ici le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a vu les différentes enquêtes sur la théorie de l'autodétermination et qui ont vu, bon, si les 3 besoins fonctionnent pour tous les êtres humains, on va l'essayer dans notre province. Vous avez à l'écran leur stratégie de santé mieux-être où vous avez vie sans tabac, saine alimentation et activité physique. Ça peut ressembler au Québec à ce qu'on a avec le défi 0,530. Mais vous voyez, la grosse portion de la tarte, c'est les 3 besoins, ce qu'ils ont appelé la santé psychologique et la résilience. Dans tout le Nouveau-Brunswick, ils sont 800 000 et dans la fonction publique, en 6 ans, ils ont été capables d'économiser 11,5 millions de dollars en réclamation d'assurance. La beauté de la chose, vu que c'est une administration gouvernementale, ils vont vous donner gratuitement sur Internet toutes leurs recettes pour les écoles, les communautés, les ministères, les milieux de travail. Vous avez même une étude de cas du Conference Board du Canada qui explique toute la démarche qu'ils ont prise. Donc, une bonne théorie, lorsqu'on la transpose à plusieurs personnes, ça semble donner des résultats intéressants également.
Un autre exemple dans la vraie vie, vous l'avez, c'est la firme d'évaluation des risques psychosociaux qui s'appelle Stimulus. C'est une firme qui est basée à Paris. Ils ont utilisé les questionnaires pour mesurer la motivation autonome, entre autres, avec une mesure de stress validée avec des indicateurs physiologiques de corps. Et avec les données qu'ils ont collectées, on a pu montrer que plus vous avez de plaisir et de sens, moins vous allez être stressé. Alors que si vous vous mettez de la pression vous-même avec votre ego ou encore une pression sociale, ça va augmenter vos niveaux de stress. On l'a publié en français dans une revue de praticiens. Donc, il y a même des firmes qui utilisent ce cadre-là. J'ai eu la chance aussi d'aider l'équipe de ski acrobatique féminine aux derniers Jeux Olympiques, pas les derniers Jeux Olympiques, mais aux Jeux Olympiques de Sochi, où vous avez vu là, les sœurs du Four-la-Pointe gagner les médailles d'or et d'argent. Essentiellement, ce qu'on a fait l'année pré-olympique, c'est on a posé la question à tout le monde, les athlètes, les entraîneurs, les employés de soutien, les administrateurs de Ski Acrobatique Canada, comment on peut satisfaire vos 3 besoins à tous les jours, puis comment on peut ne pas frustrer vos 3 besoins. On a mis un plan de qui fait quoi, quand, où et comment et pourquoi. Avec ces 3 besoins-là, ça semble peut-être avoir été efficace parce qu'on a eu 2 filles sur le podium et les 4 filles ont fait la finale et ont aussi donné leur pleine performance. Puis il y a un reportage récemment qui expliquait un peu leurs 2 dernières expériences olympiques. Puis la beauté de la chose, c'est qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'on prenait soin d'elles. Ils se sont juste sentis bien. Donc, les gens ne sont pas obligés de connaître les 3 besoins, mais lorsqu'on met en place des instances qui permettent de satisfaire ces besoins-là, ils vont le ressentir et le savoir. Un dernier exemple, dans 2 semaines, je vais être à la base militaire de Gagetown. On a un partenariat de recherche avec les Forces armées canadiennes. Un des gros problèmes que l'armée a, c'est de retenir les gens qu'ils forment. Souvent, ils vont payer la formation des gens, mettons pendant 5 ans, et ils vont demander en retour de demeurer 5 ans. Donc, le plus haut taux de roulement va se situer à cette période-là où les gens peuvent quitter l'armée sans pénalité. Une des interventions qu'ils ont faites, ils se sont rendus compte que les militaires adorent leur travail, peu importe où ils soient, au Canada ou sur la planète, mais c'est souvent avec la famille que ça pose problème. Donc, la famille qui suit, le conjoint-conjointe, les enfants. Donc, ils ont développé tout un programme pour que les familles se sentent intégrées à la plus large communauté. Donc, en faisant ça, ils se sont rendus compte que ça réduisait les taux de roulement. Et encore là, on s'est concentré sur les 3 besoins, non seulement des employés directement, mais de leur entourage qui les accompagnait un peu partout, soit au Canada ou ailleurs sur la planète. On arrive maintenant dans les dernières portions, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on peut agir directement? Marie-Hélène en a parlé un petit peu, que tout le monde a des forces et des faiblesses. Dans nos organisations, puis dans la société en général, on va souvent se concentrer sur les faiblesses. On va s'imaginer que, en connaissant bien nos faiblesses, en mettant un programme pour y pallier, c'est là qu'on va s'émanciper, actualiser notre plein potentiel et se développer. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'excessivement impatient. Ça fait au-delà de 40 ans que j'essaie d'être moins impatient avec des résultats très médiocres. Je suis encore très impatient. Donc, de travailler sur ces faiblesses, ça demande de l'énergie. On a très peu de résultats. C'est quelque chose qui est présent en nous depuis toujours, mais il faut juste y faire attention si elles nuisent à votre performance. Tout le monde a des faiblesses et il faut s'en occuper si ça nuit à votre performance. Mais si ça ne nuit pas à votre performance, tout le monde en a et on peut les tolérer. Le plus grand potentiel de développement de l'être humain se situe plus du côté des forces, qui, encore là, ce sont des éléments naturels et authentiques. Des forces, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis toujours. À la différence que lorsqu'on les utilise, vous avez le pôle positif de la batterie sur l'image, ça va vous donner de l'énergie, ça va être relié au fonctionnement optimal, ça vous vient aisément, vous allez apprendre facilement à vous développer. Donc, l'idéal, c'est de connaître ses forces et de les utiliser souvent, longtemps et intensément. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les faiblesses, mais il faut uniquement s'en soucier si ça nuit à la performance. Donc, si vous avez un problème de gestion de la colère et que vous êtes en service à la clientèle, c'est une très bonne idée de s'occuper de cette faiblesse-là. Mais il faut garder nos forces, nommément, garder nos énergies pour connaître et utiliser ces forces. En psychologie, on a un livre qui s'appelle le DSM-5. C'est le livre de tout ce qui va mal avec l'être humain. C'est un livre, on est rendu à la 5e édition révisée. Les psychiatres vont aussi les utiliser.
à la fin des années 90, début des années 2000, il y a des gens qui se sont dit, il est où l'anti-DSM-5? Où est le livre de ce qui va bien avec l'être humain? Il n'existait pas et ils l'ont créé. Je vous donne ici à l'écran un questionnaire qui est disponible gratuitement. Il est validé avec plus de 5 millions de personnes. Il est disponible en 40 langues. Donc, c'est le questionnaire Values in Action, de là les 3 premières lettres, le VIA. Me, ça veut dire pour moi, viami.org. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a développé un questionnaire qui mesure scientifiquement les 24 forces qui sont propres à l'humanité. Donc, le classement des forces, donc il y a un livre et plusieurs ressources là, qui sont disponibles. Vous avez là les 24 forces qui sont propres à l'être humain. Partout sur la planète, peu importe la culture, on a été capable de détecter ces 24 forces-là. Vous remarquez que les forces se regroupent par 6 grandes catégories qu'on appelle les vertus. La première vertu, c'est celle de sagesse et intelligence. C'est toutes les forces qui sont plus cognitives, de réflexion, réfléchir, penser. La deuxième vertu de 6, c'est le courage, donc des forces d'énergie, de foncer, d'aller de l'avant. La troisième vertu de 6, c'est celle d'humanité, où on va retrouver des forces qui sont interpersonnelles, relativement proches. La quatrième vertu de 6, ce sont encore là des forces interpersonnelles, mais à un niveau plus large. Ça va être, par exemple, dans les groupes, les équipes ou encore dans les organisations. Ça va être la vertu de justice. La cinquième vertu est celle de tempérance, donc ce qui est tout ce qui est modération ou modulation des conflits, tempérer nommément les situations. Et en dernier lieu, la dernière vertu s'appelle transcendance, donc ce sont plus des forces de l'ordre du spirituel ou encore du ressenti. Quand vous passez le questionnaire qui est gratuit, la beauté de la chose, c'est que tout le monde sur la planète a en soi ces 24 forces-là, mais pas dans le même ordre. Le questionnaire va les ordonnancer de la plus présente à la moins présente. Et les 5 premières sont celles qu'on appelle vos forces signatures. Donc, c'était votre signature dans la vie. Moi, j'ai passé ce questionnaire-là en avril 2004, puis ça a changé ma trajectoire de carrière. Essentiellement, ce que le questionnaire m'a dit, c'est « Jacques, t'es un nerd, assume ». Ça m'a pris une bonne trentaine d'années avant d'assumer ça, mais ça m'a mis sous les yeux ce dans quoi j'étais bon, puis ce que je devrais faire. On a testé une intervention avec un groupe expérimental, un groupe contrôle. On a testé avant, après. Et on a pu montrer que d'utiliser ces forces, ça augmentait à la fois la performance, mais aussi le bien-être. Donc, les forces, lorsqu'on est capable de les satisfaire, on va se sentir compétent. C'est parfaitement nous-mêmes et il nous reste de l'énergie pour connecter avec les autres, ce qui va augmenter le plaisir et le sens que l'on vit, ce qui va ensuite augmenter notre niveau de vitalité, d'énergie. Donc là, je vous présente au hasard 2 enquêtes qu'on a publiées, mais les résultats sont pas mal toujours dans cette direction-là, que lorsque vous connaissez vos forces, que vous pouvez les utiliser souvent, longtemps et intensément, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, ça va augmenter les probabilités de voir apparaître à la fois le plaisir, le sens, des indicateurs de bien-être et de santé. Je vous donne ici un exemple de ce qu'une organisation a fait. Au Comité olympique canadien, tout le monde a passé le questionnaire des forces. On a fait un document où les forces des gens sont affichées, mais voyez où ils l'ont mis. Ils ont imprimé et plastifié toutes les forces des employés, mais ils les ont mis en arrière des téléphones. Donc, lorsque votre collègue vous appelle, vous avez ces forces personnelles sous les yeux et vous ne pouvez plus pas savoir les forces de vos collègues puisqu'on vous les a dites. Ici, dans une firme de consultation, on a fait la même logique, sauf que sur chaque bureau de chaque employé, vous avez une espèce de petit cube qui tourne sur lui-même, où d'un côté, vous avez les forces du questionnaire dont je viens de vous parler. Sur l'autre côté, on le voit un petit peu moins bien, mais c'est les forces que vos collègues vous ont données, les qualités ou les attributs positifs que vos collègues vous ont donnés. Donc, lorsque vous voulez apprendre à connaître un collègue, vous pouvez aller voir son petit cube. On a aussi fait cette intervention-là dans plusieurs endroits, par exemple le centre de réadaptation en Estrie ou encore la firme d'actuaires conseil Normandin-Baudry. Ces 2 endroits-là nous ont donné la permission de parler de ce qu'on a fait chez eux, puis on a publié un chapitre de livre sur l'intervention. Que ce soit le public, le privé, à but lucratif ou non, l'être humain reste un être humain et si on connaît ce qu'il y a de mieux chez lui et qu'on l'utilise, ça augmente le plaisir et le sens au quotidien. Donc, c'est ce qui complétait mon exposé.